Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de deux formations diplômantes aujourd'hui. Présentation assurée par l'UPEC, INSPE de l'Académie de Créteil. Il s'agit donc du DU formation de formateur, diplôme universitaire formation de formateur d'une part, et du master formation de formateur, car comme vous allez le constater, les deux formations sont articulées entre elles. Donc pour cette présentation, c'est Caroline Virio-Goldel, qui est responsable de ces diplômes à l'UPEC, qui va nous présenter ces deux formations. Caroline, je vous cède la parole. Merci beaucoup Véronique. Je suis très heureuse d'être invitée à présenter nos deux formations puisqu'on a un partenariat depuis 2020 maintenant avec la MLF qui fonctionne extrêmement bien et c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir les étudiants et les enseignants de la mission laïque française au sein de nos formations. Donc je suis professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Est Créteil et à l'INSPE de Créteil, spécialisée notamment dans tout ce qui est enseignement-apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je suis responsable de la mention pratique et ingénierie de la formation, qui est la mention dans laquelle prennent place ces deux diplômes. Qu'est-ce que c'est qu'une mention à l'université? C'est un regroupement de formations. Et notre mention, en l'occurrence, la mention pratique et ingénierie de la formation, elle accueille 400 étudiants dans 8 parcours de master, 8 parcours de DU et une certification. Alors, les caractéristiques de cette mention, c'est que elle consiste notamment en des diplômes, master et DU, de formation d'enseignants, de formation de formateurs et d'ingénierie de formation. C'est un peu le fil rouge de toutes nos formations. Ce sont toutes des formations diplômantes. Donc, certaines sont des diplômes universitaires, d'autres sont des masters, les masters étant des diplômes reconnus nationalement. Et ce sont toutes des formations universitaires, c'est-à-dire qu'elles reposent sur les connaissances et des compétences, des compétences d'enseignants-chercheurs et des connaissances fondées, construites par la recherche, et notamment la recherche en éducation, et dans une moindre mesure, la recherche en sciences cognitives, etc. Ensuite, toutes nos formations sont généralement FAD ou hybrides, à deux petites exceptions près. Et elles sont toutes hors temps scolaire. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment destinées à des enseignants en poste. Alors, les deux formations que Véronique vous a annoncées sont donc le master formation de formateur. C'est un master 2, autrement dit, c'est un diplôme uniquement de niveau bac plus 5 que vous pouvez acquérir en une année, puisque on entre directement au niveau M2. Et puis le diplôme universitaire, qui a des contenus similaires avec une même appellation et des objectifs assez similaires, on va le voir. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux formations. Dans l'une, la première, le MEN2, vous avez 258 heures de formation. Et dans la seconde, 145 heures de formation. C'est donc une formation, le DU est donc une formation un peu plus légère, moins d'heures de cours, et on va voir précisément pourquoi. Alors, grosso modo, si on caractérise très rapidement les contenus de formation de la première et de la seconde, dans les deux cas, on a de l'analyse de pratiques professionnelles. En tant que formateur, vous devez être capable d'analyser les pratiques enseignantes des enseignants que vous tutorez ou que vous visitez en classe, etc. Et on a du conseil pédagogique parce qu'une fois que vous avez analysé ces séances, vous devez être capable de leur délivrer du conseil. Enfin, dans ces deux formations, on a de l'ingénierie de la formation. On va apprendre notamment à construire des formations, des dispositifs, des séquences, etc., à les mettre en œuvre, à les évaluer. Alors, la différence entre ces deux formations, elle se situe à un quatrième niveau qui est celui de la formation à la recherche en éducation. Dans le Master 2, en effet, on a une formation à la recherche, une initiation à la recherche que l'on n'a pas dans le DU. Je vais détailler un peu plus cette initiation à la recherche tout à l'heure. Donc, l'objectif n'est pas vraiment de faire de vous des chercheurs. Vous ne serez pas, si vous faites le M2, à l'issue de ce M2, chercheur en éducation, mais c'est de vous former à la recherche et par la recherche. Vous aurez quand même une assez bonne connaissance de la recherche en éducation dans la mesure où vous comprendrez comment se construisent les connaissances en éducation
comment on met en place des protocoles pour arriver à la construction de ces connaissances. Donc, vous comprendrez mieux la façon dont on construit ces connaissances et donc ces connaissances, vous les percevrez d'une autre manière. Vous saurez les mettre en perspective avec la façon dont elles ont été construites, leurs limites, etc. Donc, ça vous formera aussi à pouvoir lire ensuite et mieux lire des articles de recherche et mieux comprendre la recherche en éducation. Donc, voilà pour la différence un peu entre les deux diplômes. Alors, le public. Le public est légèrement différent entre ces deux diplômes. Alors, vous avez compris que le M2 est plus lourd, donc il faut être prêt si on souhaite, acquérir faire cette formation. Il faut être prêt à y consacrer davantage de temps. Davantage de temps, davantage de travail personnel, davantage de lecture, etc. Mais les deux formations s'adressent à des enseignants expérimentés et de préférence qui ont déjà une petite expérience de la formation d'enseignants et qui donc se destinent à assurer des missions de formation au sein de leur établissement ou de la mission laïque française. Nous avons aussi dans nos formations, nous accueillons beaucoup de conseillers pédagogiques, de chefs d'établissement et d'IUN. Autre différence donc entre les deux formations, c'est que pour le DU, on vous demande d'avoir un niveau d'études Bac+3, alors que pour le master, s'agissant directement d'un master 2, on vous demande d'avoir un diplôme d'études Bac+4. Il y a des petites exceptions négociables à la marge au moyen d'une procédure que l'on appelle la VAPP. Donc, si vous êtes titulaire d'un Bac+3 et que vous êtes très intéressé par le M2 formation de formateur, on peut éventuellement en discuter, en sachant que ça requiert quand même de très grandes capacités de rédaction, notamment, hein. Ce qui fait que pour le M2, on exige aussi un niveau de français C2. Puisqu'il faut être capable de rédiger au moins une 50aine de pages sans problème en français. Il faut un niveau excellent de rédaction en français. Et on a fait des essais l'an dernier avec des étudiants qui étaient un petit peu justes en français. Et ça n'a pas donné grand-chose, à vrai dire. Et puis, ChatGPT a été mis à forte collaboration dans les travaux et dans le mémoire, et sans que ça donne de bons résultats. Donc, ça nous a montré à nous les limites de l'intelligence artificielle, en tout cas. Voilà pour le public de ces deux formations. Donc, à peu de choses près, le même public, mais avoir un peu plus de temps pour le M2, un niveau Bac+4 et un niveau C2 en français. Les objectifs de la formation peuvent être classés autour de 4 grandes catégories. Alors, la première, c'est d'acquérir des compétences en ingénierie de la formation. La seconde, c'est acquérir des compétences en analyse des pratiques d'enseignement, hein, analyser les pratiques de vos collègues lorsque vous les observez. Acquérir des compétences dans l'accompagnement des enseignants. Ça, c'est l'accompagnement des individus et des groupes. Et puis, acquérir des compétences dans la recherche en éducation, ça spécifiquement pour le M2. Bon, on vous donnera peut-être l'un ou l'autre article à lire aussi en DU, et ça limitera à ça pour la recherche. Alors, les formateurs sont des formateurs de l'INSPE de Créteil, qui sont tous des formateurs expérimentés, et en grande partie des enseignants-chercheurs. Il y a aussi quelques professeurs issus du premier et second degré, dont des professeurs des écoles qui sont formateurs depuis quelques années aussi, et des professeurs formateurs issus du second degré. C'est donc une équipe de formation vraiment multicatégorielle. Alors, voici un tableau qui récapitule et présente les enseignements du M2. Donc là, on est vraiment dans le Master 2. Alors, dans ce Master 2, il y a une première colonne vertébrale très forte, qui est la plus grande, comment dire, le volume horaire le plus important, c'est l'UE1 plus l'UE5, l'UE1 étant au premier semestre et l'UE5 au second. C'est ce qu'on appelle le projet tutoré. Donc, une véritable colonne vertébrale, le projet tutoré, c'est là où vous allez apprendre à la fois d'un point de vue théorique ce qu'est la formation de formateur, ce qu'est l'ingénierie de formation, comment on procède, comment on recueille des besoins, réalise un cahier des charges,
les différentes façons de mettre en place un dispositif de formation, de l'évaluer, etc. Et à côté de ces apports théoriques, vous allez apprendre, vous allez réellement concevoir et mettre en œuvre une formation en groupe. Donc, vous allez vous mettre à plusieurs en fonction de vos besoins, de vos centres d'intérêt, des terrains dans lesquels vous pourrez mettre en œuvre cette formation. Alors, je sais par exemple que vous avez une plateforme de formation qui est en train d'évoluer peut-être, si j'ai bien compris, mais voilà, par le passé, certains enseignants, pardon, ont mis en place des formations sur cette plateforme dans le cadre du projet Tutoré. D'autres ont fait ça au sein de leur établissement. Donc, voilà, vous Ce sera mettrez toujours à plusieurs. possible. Pardon? Ce sera toujours possible, même Voilà. si on a des changements en cours, mais ce sera toujours possible. Voilà. Donc, pour moi, ce projet de tutoré, c'est un excellent endroit d'articulation théorie-pratique. Hein. Vous allez avoir plein d'apports théoriques et vous allez les mettre directement en pratique en construisant et en mettant en œuvre cette formation. C'est vraiment un gros morceau, là, 90 heures. Ça demandera beaucoup de travail, du travail en groupe et c'est généralement quelque chose de très riche. Tous les ans, les étudiants font un bilan de ce travail-là et en ressortent à chaque fois vraiment enrichis. Deuxième point fort de cette formation, deuxième grande partie, c'est la recherche. Alors, la recherche, c'est grosso modo en parallèle, apprendre ce qu'est la recherche en éducation, comment on la construit, et construire votre propre recherche en même temps. Voilà, donc construire votre recherche, ça veut dire rédiger un mémoire sur sur cette thématique, sur votre thématique de recherche. Voici quelques exemples de thématiques choisies par des enseignants de vos établissements. L'un d'entre vous, par exemple, a choisi d'étudier l'usage de la vidéo à 360 degrés dans la formation des enseignants. Un autre a tenté de travailler sur la mise en place d'une formation synchrone mixte dans deux endroits à la fois. Avantages, limites et défis de ce type de formation. Une autre enseignante en ce moment de votre réseau est en train de travailler sur l'accompagnement d'une équipe d'enseignants à l'occasion d'un changement du manuel de lecture. J'ai accompagné plusieurs étudiants, enseignants ces dernières années sur la question des dispositifs à destination des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ça semblait être aussi une grande demande de la part de nos étudiants. Voilà, et vous voyez aussi d'autres thèmes qui peuvent être sollicités. Donc, vous voyez que ce sont des thèmes en lien avec vos préoccupations d'enseignants et, si possible, de préférence avec vos préoccupations de formateurs ou de futurs formateurs. Donc, vous aurez à choisir ainsi une thématique et développer un mémoire là-dessus. On vous guidera. On vous guidera par des séminaires de méthodologie, des séminaires de recherche où vous présenterez vos projets. On vous donnera des retours et des séminaires voilà, on vous aidera tout le long avec notamment aussi un directeur de recherche qui, lui, guidera spécifiquement votre travail. Voilà, petit exemple d'activité que vous serez amené à mener. Par exemple, là, vous voyez des chercheurs, certains d'entre eux sont assez connus. Je ne sais pas si vous sont familiers. Au hasard, vous reconnaissez quelques têtes? Parce qu'il y a des têtes d'étudiants aussi, bon, et d'enseignants. Non? Bon. Alors là, par exemple, dans André la Tricot. fenêtre de gauche, en bas à droite, vous avez André Tricot, qui est un psychologue très connu, spécialiste de la façon dont se construisent les connaissances primaires et secondaires, et qui en même temps a beaucoup de cordes à son arc, connaît beaucoup de choses aussi sur le numérique en éducation, etc. En haut à droite, vous avez Luc Ria, qui est directeur de l'Institut français de l'éducation et qui a aussi créé les plateformes Néopass, Néopass Action. Donc, lui, la formation continue, la formation de formateurs, c'est vraiment sa spécialité. Et il a notamment une caractéristique, c'est de faire reposer la formation d'enseignants sur la vidéo et l'analyse de vidéos de séquences d'enseignement et en particulier de former les nouveaux enseignants à partir d'un travail d'analyse sur leurs propres vidéos, les vidéos de leurs propres séances. Voilà. Et puis en bas à droite, vous avez tout à droite, à l'extrême droite de l'écran, Jean-François Rouet, qui est un grand spécialiste français, mais internationalement reconnu
de tout ce qui est lecture documentaire et lecture finalisée, et qui a créé plusieurs modèles de compréhension de la lecture, notamment qui prend en considération les buts que l'on donne à nos élèves. Parce qu'un élève à qui on donne un roman à lire simplement en lecture cursive ne va pas lire de la même façon qu'un élève à qui on donne un roman avec des questions auxquelles il doit chercher des réponses. Voilà, donc il a créé un modèle de lecture qui prend en compte les tâches de lecture que l'on assigne aux élèves, par exemple. Donc voilà, et dans cette recherche, une des activités consiste notamment à s'emparer des articles d'un auteur dans une thématique qui nous intéresse et qui nous concerne, de choisir un auteur dans cette thématique et de lire ces articles et ensuite d'en discuter avec les auteurs en question. Voilà. Et puis, autres UE, donc l'UE3 et l'UE7 sont des UE dédiés à l'accompagnement des enseignants. Donc, la première partie concerne à acquérir des cadres théoriques d'analyse de la pratique enseignante, hein, voilà. Et la deuxième, à acquérir les techniques et les outils pour délivrer du conseil pédagogique individuellement ou en groupe à travers des ateliers d'analyse de pratique, par exemple. Enfin, l'UE4 est une UE de langue et l'UE5 est une UE d'ingénierie de formation numérique. Donc, spécifiquement sur les formations à distance, les formations hybrides et l'utilisation de l'IA en formation et en classe. Je sais très bien, au moment où je vous dis ça, que vous êtes vraiment en pointe dans ce domaine-là à la MMLF. Mais bon, voilà, nous, on va essayer de vous proposer d'autres choses avec d'autres angles. Donc, voici pour les contenus du M2. Alors, trois contenus de ce M2 sont abordés exactement de la même façon en DU. C'est d'abord toute la question du projet tutoré. Et ensuite, donc les UE1 et UE5 et l'UE3 sur l'observation et l'analyse des pratiques enseignantes. Ça veut dire que si vous passez un DU en premier d'abord et que l'année suivante ou plus tard, vous souhaitez passer un master, vous avez acquis ces 3 UE et vous n'aurez pas besoin de les repasser. Donc le DU, justement, de quoi est-il composé? Donc, ce DU a 3 UE que vous voyez là. Donc, la première, c'est le projet tutoré. La seconde, c'est une UE. Donc, cette UE, elle est, si vous voulez, il y a une UE1 et une UE1 bis. Elle est répartie tout le long de l'année scolaire entre septembre et juin. On n'a pas détaillé les semestres, puisque c'est la même UE à cheval sur 2 semestres à chaque fois. La deuxième est une UE d'ingénierie de la formation et d'analyse des pratiques. Donc, vous retrouvez la partie d'analyse des pratiques, donc analyse donc, de l'observation de séance, acquérir tous les outils qui vous permettront, lorsque vous observez un collègue, une séance mise en place par un collègue, tous les outils qui vous permettront d'analyser cette séance. Donc ça sera l'équivalent de l'UE3 en partie, avec en plus une autre partie d'ingénierie de la formation qui complète le projet tutoré. Et puis ensuite, l'UE3 qui sera consacré aux attentes institutionnelles et aux caractéristiques institutionnelles. Voilà, grosso modo, pour ces 3 contenus du DU. Donc, vous voyez qu'ils recoupent en partie ceux du M2. Alors, quel est notre fonctionnement pédagogique? Vous avez vu que les enseignements étaient divisés en UE, ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Et pour chaque UE, vous aurez un ou 2 formateurs qui vous enverront tout de suite, au début de l'année, ce qu'on appelle un syllabus. Donc, un syllabus, c'est quoi? C'est un contenu de cours avec un plan de cours, le nom des formateurs, les dates de cours, les travaux à réaliser, la modalité des cours, est-ce que ce sera à distance synchrone ou asynchrone, etc. Les évaluations, les modalités d'accompagnement. Donc, dans chaque UE, vous recevrez ça au début de l'année, à chaque fois pour le semestre, ce qui fait que vous n'avancerez pas à l'aveugle, vous saurez exactement
ce qui vous attend et c'est une aide à votre organisation personnelle, puisqu'on sait très bien que vous avez un travail, généralement à plein temps, que vous avez aussi une famille, une vie, et que tout ce que vous allez faire là, ça sera, tout ce travail de formation, ça sera un travail en plus. Donc, ça va vous demander de grandes capacités d'organisation et on va tenter de vous y aider justement de cette façon-là en vous donnant notamment en avance ces syllabus. Deuxième chose, nous avons une plateforme. Donc, une plateforme de cours qui est d'inspiration Moodle et qui a été customisée pour l'Université de Paris-Est-Créteil et qui s'appelle donc EPREL. Dès votre inscription, dès la finalisation de votre inscription administrative, et c'est la raison pour laquelle il faut que cette inscription, vous la finalisiez le plus rapidement possible, en retournant tous les documents le plus rapidement possible. Donc, dès votre inscription administrative, vous aurez un code d'accès qui vous permettra d'entrer sur cette plateforme où s'afficheront les cours auxquels vous serez inscrit. Donc, les cours du premier semestre et puis ensuite ceux du second semestre. Cette plateforme, elle offre de multiples possibilités. Nous, on y déposera des contenus de cours, on y déposera des contenus qui seront des textes, des contenus qui seront des PowerPoint sonorisés, des contenus qui seront des films. Mais surtout, cette plateforme a l'avantage d'être interactive. Donc, il y aura des forums sur lesquels vous pourrez répondre à des questions, échanger avec vos pairs. Il y aura des devoirs à rendre, voilà, pour l'essentiel. Et des QCM aussi régulièrement pour vous permettre de mémoriser, de fixer votre attention sur ce qui est important dans ce que l'on vous a donné à étudier. Vous aurez aussi une série de formations qui aura lieu de façon synchrone, ce qu'on appelle des classes virtuelles ou encore des visios. Donc pour cela, vous aurez donc des liens Zoom. Il y en aura environ entre 1 à 2 par semaine et elles seront situées en soirée. Théoriquement, elles sont situées hors temps scolaire, avec la difficulté que nous avons à faire cohabiter 2 fuseaux horaires. Donc, on essaye de trouver en début d'année ce qui convient le mieux à l'ensemble du groupe selon la composition du groupe. Ces 2 dernières années, on avait une majorité de groupes Afrique du Nord, Europe et Moyen-Orient. Ce qui fait que... et on avait une petite minorité Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Donc, c'était des fuseaux horaires très difficiles à concilier. Vous en savez sans doute quelque chose, vous qui jonglez aussi sur les fuseaux horaires. Donc, cette année, ce qu'on avait trouvé de mieux, c'était 18 heures, des 18 heures à 18h30 pour les visios, en sachant que pour le créneau Nord-Amérique du Nord, eh ben, c'était souvent la pause méridienne. Donc, ça marchait bien. Mais il y avait quand même quelques enseignants qui n'avaient pas de pause méridienne. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Sachez aussi que ce n'est pas rédhibitoire. On peut ne pas assister à l'une ou l'autre classe virtuelle si on est en service pour une raison ou pour une autre. Les seules classes virtuelles pour lesquelles la présence est vraiment requise, ce sont celles où il y a des évaluations et des exposés, c'est-à-dire notamment des exposés oraux de vos travaux. Et d'une manière générale, les classes virtuelles sont enregistrées. Donc, si par exemple un enseignant du Canada doit à tout prix venir présenter son travail pendant 20 minutes et puis au bout d'une heure ou de 40 minutes, il est obligé de partir pour refaire cours, il pourra visionner l'enregistrement. On essaye vraiment de tout faire pour faciliter les choses pour l'ensemble des enseignants qui participent. Et enfin, on a aussi un certain nombre de ressources multimédia qui peuvent être utilisées. Donc, c'est souvent des séances d'enseignement filmé que l'on analyse ensemble, par exemple, pour acquérir des compétences dans l'analyse des pratiques enseignantes. Voilà pour le fonctionnement pédagogique et je crois que j'ai fini ma présentation. J'ai un peu dépassé le temps imparti, j'en suis désolée, je suis trop entrée dans les détails. Mais je suis à votre entière disposition néanmoins pour toutes les questions que vous pourriez avoir à me poser. Merci beaucoup, Caroline. Moi, je me permets juste d'ajouter que, d'ailleurs, vous êtes vous êtes nombreux à cette présentation et nous nous en réjouissons. Pour la mission laïque française, ce sont 2 formations diplômantes qui sont extrêmement précieuses parce que nous avons vraiment besoin de trouver des moyens de former à la formation nos personnels puisque nous n'avons pas accès au même type de certification et autres que comme quand nous sommes dans des académies. Et les établissements, les réseaux
sont amenés à avoir de plus en plus besoin de personnel qui ont des compétences dans ce domaine, notamment, alors bien sûr pour animer des formations, mais aussi pour effectuer des tutorats, des suivis et autres au sein de nos établissements, dans tous nos réseaux. Voilà, c'était cette petite précision. Peut-être qu'entre-temps, vous avez pu élaborer une question dans votre tête. N'hésitez pas, Caroline est à votre disposition. Merci beaucoup d'ailleurs. Il y a une question dans le chat, mais je sais pas, de Corinne, mais je ne sais pas si Caroline t'a répondu. Alors non, je n'ai pas regardé le chat pendant que je parlais, alors je vais regarder Merci, maintenant. Jérôme. Ouais, alors on va Alors, regarder. À chaque fois, je ne sais plus où trouver le dialogue. Ah oui, voilà. Corinne dit, peut-on faire le master 2 ou 3 ans après le DU? Oui, bien sûr. Une fois que vous avez acquis des ECTS, ils sont acquis à vie, donc il n'y a aucun problème. Corinne, on vous reçoit volontiers. J'avais une question. Alors, même plusieurs questions, je vais commencer par la première. Vous dites qu'il faut absolument s'inscrire administrativement à l'INSPE de Créteil. Donc, par quel biais, en fait? Il faut directement se rendre sur le site de l'INSPE de Créteil et s'inscrire en ligne? Ou est-ce qu'en fait, Alors, pour la MLF, on a une inscription qui est, on va oui, dire, alors c'est très, très bonne question. En fait, nous avons fixé à la date du 20 mai l'acte de candidature pour accéder à ces deux formations. OK? Qui se fait conjointement avec le chef d'établissement. Puis, nous avons une présélection à la mission laïque française, en particulier pour le master voilà, qui nécessite quand même d'avoir un sujet de recherche et plein d'autres choses de ce genre. De même pour le DU, il y a des prérequis, comme vous l'avez vu, et la MLF assure cette première sélection à partir des candidatures qui nous parviennent le 20 mai. Pour le DU, nous transmettons ensuite la liste des candidats sélectionnés, qu'on avertit évidemment et qui s'engagent à suivre la formation. Nous envoyons cette liste à l'INSPE de Créteil et charge ensuite au candidat d'effectuer avec l'interlocuteur à l'UPEC son inscription administrative et son inscription pédagogique. En ce qui concerne le master, l'UPEC fait une sélection également en fonction des sujets de recherche des candidatures. Dans les deux cas, si le candidat est sélectionné, c'est à lui de faire son inscription administrative et son inscription pédagogique. Et la mission laïque française, en l'occurrence le département de développement professionnel, s'engage également à vous accompagner dans toutes ces procédures. et la transmission de la candidature, elle se fait par le chef d'établissement? Elle se fait, alors c'est le chef d'établissement qui a la documentation pour faire l'acte de candidature, qui est signé à la fois par la personne qui souhaite candidater et le chef d'établissement. Et en plus de cette documentation, il y a à nous fournir le curriculum vitae et la lettre de motivation, ainsi que les documents prouvant que vous avez les prérequis pour candidater sur l'une de ces deux formations diplômantes. Et toutes ces pièces-là peuvent peuvent nous être envoyées soit via le chef d'établissement, soit le candidat, ça, c'est pas du tout un problème, à l'adresse mail développement.professionnel@mlfmonde.org avant le 20 mai. Et si ce n'est pas clair ou que vous avez manqué un élément, vous n'hésitez pas à écrire à développement.professionnel@mlfmonde.org. Nous sommes là pour ça, pour vous accompagner. Voilà. Je vous écris l'adresse dans le chat. D'autres questions dans le clavardage? Oui, il y en a d'autres. Alors, je vois… Lydia, vous souhaitez poser votre question directement, si vous en avez la possibilité? Moi, j'aimerais poser aussi une question. Oui, pas de problème. Alors, alors moi, combien de places sont ouvertes pour le M2? Il me semble que c'est 5, hein, Caroline, hein? Non, c'était 10. Ah, c'était 10, pardon, encore mieux. Donc, il y a 10 places pour le M2. Et puis, alors, Lydia ne pouvait pas prendre son micro. Donc, je relais sa question. Alors, Quelle est l'échéance pour envoyer le sujet de mémoire?
pour la sélection? Au moment où vous enverrez votre candidature à la MLF, par exemple. D'accord, très bien. Alors, ce serait bien de ne pas faire juste un sujet, mais d'essayer de développer un peu sur une page ce que vous pourriez faire, comment vous pensez le mettre en œuvre, etc. Après, on sait bien, on n'attend pas de vous déjà un projet abouti, hein, mais voilà, ça nous donnera une idée de ce que vous pouvez envisager et de si on a la possibilité aussi de vous aider et de vous encadrer là-dedans. Parce qu'on a des fois des demandes un peu exotiques. On n'a pas de spécialiste en yoga, par exemple. Ou, bon, on a, oui, voilà, ce genre de choses. Ou réflexe primitif, qu'est-ce qu'on avait eu une fois? Réflexe archaïque, ou des choses comme ça, voilà. On est vraiment ciblé sur les questions d'enseignement, apprentissage et de formation d'enseignants. Bonjour, j'avais une question Mhm. concernant l'activité en classe. Est-ce qu'on est obligé d'être enseignant cette année en classe ou bien le moment où on postule ou bien Oui, il y a un prérequis d'expérience en tant qu'enseignant parce que vraiment, ces diplômes s'adressent davantage en fait à des enseignants qui ont acquis Oui, oui, une déjà, certaine expérience. oui, déjà j'ai une expérience de 20 ans. Juste cette année, je m'occupe d'autre chose, c'est à l'établissement. Est-ce D'accord. que je suis obligé d'exercer l'enseignement l'année où je postule ou non? C'est pas forcément. Alors, est-ce qu'il faut être enseignant en poste, Caroline? Alors, vous parlez du DU ou du M2 déjà? Oui, c'est vrai que c'est... Ouais. Est-ce que je crois Dieu, qu'une Ok. Dieu. Une partie de la réponse va vous venir de Véronique, je pense, hein, à la MLF de choisir si elle souhaite envoyer en formation des gens qui sont en poste ou pas. Mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon institution, pour le DU, vous pouvez être en congé pendant un an ou en disponibilité, il n'y a pas de souci. En revanche, pour le M2, il faut à tout prix avoir un accès au terrain pour pouvoir recueillir des Oui, données pour le projet de recherche. oui, c'est clair. Merci. Voilà. Et c'est vrai aussi du point de vue de la MLF pour le DU que si nous avons beaucoup de candidatures, nous aurons tendance à privilégier les personnes qui sont en poste dans nos réseaux. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. René Mercarelli. Moi, j'avais une question sur la prise en charge financière. Parce Oui. que on a reçu un mail comme quoi la MLF ne supportait plus les prises en charge. Parce que je crois Dans que les prises quel en charge, cas? Dans quel cas? ben, Dans quel type d'établissement? les établissements MLF, en fait. Avant, c'était pris en compte. Maintenant, c'est plus pris en compte pour le Non, 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 personnel. non, 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 non. C'est pour ça que je me permets de vous demander des précisions parce que le modèle est resté toujours le même, à D'accord. savoir qu'il y a une prise en charge qui peut être envisagée par les établissements à discrétion du chef d'établissement. Parce Et que nous, cette prise en charge, oui, excusez-moi de vous couper, on a reçu un mail je comme vous quoi en le prie. personnel MLF n'était plus pris en charge financièrement par la MLF pour ce genre de formation. Voilà. Mais vous êtes dans quel établissement? Comilogue. Je suis Donc, au Gabon, donc à c'est une l'école. école d'entreprise. C'est ça, ouais. En fait, ouais, je suis plus précis. En fait, ça concerne uniquement les écoles d'entreprise. Voilà. C'est pour ça que je me permettais de vous demander Ah, de quel type d'établissement il s'agissait. ah, Jusqu'à présent, la MLF prenait en charge 7 diplômes pour toutes les écoles d'entreprise et uniquement les écoles d'entreprise. Et la direction générale a décidé de ne plus effectivement assurer cette prise en charge pour les 7 diplômes. bon, En revanche, oui, dans mon cas, ça serait quand même difficile je crois que la formation est de 4 000 euros, je pense, hein, de tout prendre en oui, charge. Donc, pour le voilà. Master 2, oui. Mm. Ma question est, Alors, ensuite, les modalités peuvent être les mêmes pour les écoles d'entreprise, à savoir qu'il faut voir avec l'établissement s'il y a une prise en charge possible. Mais c'est d'accord, du côté de l'école, voyez? d'accord. Et ça, c'est quelque chose que partagent en fait tous les autres établissements MLF, à savoir que la prise en charge peut être totale, partielle ou à charge du personnel qui souhaite se former. Mais tout ça, c'est décidé en fait par le chef d'établissement Donc, en c'est à lui de fonction voir. de ses priorités. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, on Et peut dans s'arranger. l'acte de candidat, voilà, c'est à vous de voir avec votre chef d'établissement.
Et en ce qui concerne l'acte de candidature, il y a donc la feuille d'acte de candidature associée à la validation et l'attestation de prise en charge éventuelle par le chef d'établissement, justement. Voilà, donc c'est d'avoir avec lui pour un éventuel C'est aide ça, ou échelonnement. Voilà, d'accord, c'est ok. ça. Et c'est le cas, vous voyez, dans les établissements en pleine responsabilité ou dans les établissements partenaires. Ouais. D'accord, merci pour l'info. Alors, Boulos, oui, bah, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. En fait, vous aviez parlé de d'une à deux classes virtuelles par semaine. Alors, c'est pour le DU ou pour le M2? Et quel est le rythme si c'est différent? Merci. Il y en a plus pour le M2. J'ai dit entre 1 et 2 par semaine. C'est plutôt pour le M2, 2 et pour le DU, 1. Mais ça dépend vraiment des moments. Puis il y a des temps de vacances. Et puis, donc voilà, c'est difficile. Je ne les ai pas comptés. Mais le rythme est plutôt de 1 pour le DU et de 2 pour le M2. Voilà. Merci. Merci. Alors, je réponds à la question de Sophie, qui est en train de passer le DU et qui se demande comment seront prises en compte les équivalences, étant donné que les résultats du DU sera postérieurs à la date du 20 mai. Ça, ce n'est pas bloquant puisque votre acte de candidature voilà, sera constitué de votre CV, de votre parcours, du fait que vous êtes actuellement en DU. Et ce sera au moment, Caroline, vous pourrez me confirmer, de l'inscription pédagogique Voilà. que les équivalences Voilà. seront Ce sera en acquises. septembre qu'il faudra faire des demandes d'équivalence. Ça me donne l'occasion de préciser quelque chose pour le DU. On n'a jamais vraiment eu d'échec en DU, hein, dans la mesure où on est en contrôle continu intégral et que donc on accompagne tous les enseignants. Si leur travail, leur rendu n'est pas bon, le travail qu'ils rendent n'est pas bon, ben, on les accompagne pour qu'ils recommencent jusqu'à ce que ce soit de qualité suffisante. Ouais. Donc, il y a pas d'échec à partir du moment où on fournit le travail et on rend les travaux, puisque voilà, on est là pour les étudiants, pour les aider, les soutenir jusqu'à ce que ce soit bon. Donc, voilà. Virginie nous demande s'il y a des possibilités d'équivalence pour l'UE anglais Master 2. Alors, c'est pas une équivalence, c'est une demande de dispense. Donc, vous avez la possibilité de demander une dispense avec un petit entretien où vous montrez votre niveau en anglais ou alors en expliquant simplement votre situation. Donc, généralement, les enseignants qui, par exemple, vivent au Canada ou aux USA sont facilement dispensés. Après, je suis pas sûre que ce soit toujours le bon plan. Ça vous donne un peu moins de travail, mais une étudiante qui était dans ce cas-là et qui n'a pas fait la démarche à temps, donc elle n'a pas pu bénéficier de la dispense. Et puis, elle a eu un 17,5, je crois, à l'UE d'anglais, donc ça lui a permis quand même de bien monter sa moyenne générale. Donc voilà, après, et puis en plus, nos cours d'anglais étaient quand même assez intéressants. C'est pas vraiment des cours de langue, hein, c'est des cours où on discute de sujets éducatifs en anglais. Donc voilà. Il y a Florent, je crois, qui a levé la main. Oui, j'avais une dernière question. Moi, je suis Oui, titulaire allez-y. exclusivement d'une licence. Donc Oui. voilà, pour moi, je suis intéressé plutôt par le master, mais je vois qu'en fait, il y a des correspondances en termes d'unités de formation et autres. Donc la seule question que moi que je me pose, c'est si jamais on passe le DU, est-ce qu'il y a une certitude d'obtenir derrière une place en master? Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux directement viser le master en essayant d'avoir une validation d'acquis des compétences? Et voilà, moi, c'est la question que je me pose. Ah, ça, c'est compliqué pour moi de répondre Ouais, à c'est cette compliqué. question-là. Mm. Euh, je pense que il nous est arrivé de refuser un accès en master à des personnes dont on savait qu'elles ne réussiraient pas, notamment à rédiger un mémoire. Et effectivement, si vous postulez directement en master, moi je fais confiance juste aux procédures de sélection de la MLF, mais j'ai aucun moyen de savoir que vous êtes en mesure de réussir un mémoire. Donc, vous entrerez directement en master, mais sans garantie de réussite, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, généralement, si votre travail est bon en DU, on vous prend en master. Après, il n'y a pas de souci. C'est vraiment dans les cas extrêmes. Charlotte, vous avez une question également, je vois.
Euh, oui, ma question c'était quelles étaient les contraintes ou les obligations des personnes qui ont le master au quotidien? C'est une question pour la MLF. C'est plutôt ça sur Oui, la charge de travail, Charlotte, c'est Ah, ça? non, d'accord. non, Non? une fois qu'on a acquis le master, quels sont, Oui. combien de temps on peut rester en classe? Est-ce qu'on est obligé d'aller dans d'autres établissements? Voilà, quelles sont les contraintes obligatoires? Alors, nous, ce qu'on souhaite, en fait, et c'est général, en fait, à toutes les formations qu'on propose, c'est que ce soit une forme d'investissement sur vous et que vous soyez amené ensuite à faire bénéficier vos collègues, votre établissement, éventuellement votre réseau, de la formation dont vous avez bénéficié. Nous ne pouvons pas juridiquement vous obliger, vous attacher au réseau MLF et vous demander de rester tant de temps. Mais c'est vrai que sur la durée de votre contrat, nous souhaitons que ce diplôme soit mis à contribution d'une façon ou d'une autre. Et c'est aussi pour ça que nous impliquons le chef d'établissement dans ces process de candidature, de façon à ce que la formation dont vous bénéficiez corresponde aussi aux besoins de l'établissement et aux grands axes de développement pédagogique de l'établissement dans lequel vous enseignez. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Voilà. Donc, mais c'est pour dire, est-ce on garde quand même une classe minimum à 50% ou pas forcément? Quand vous avez votre master, c'est-à-dire que vous vous demandez si une fois que vous avez votre master, vous avez des devoirs en tant que formatrice, en fait, c'est ça? En fait, il n'y a pas de modification de votre poste. Donc, c'est à la discrétion du chef d'établissement s'il veut vous confier des missions spécifiques sur votre même poste de formation, de tutorat, d'accompagnement, dispenser des formations, etc. Mais tout ça se fait à l'échelle de l'établissement. En revanche, une fois que vous avez votre master, vous pouvez aussi évidemment beaucoup plus facilement postuler sur des postes, par exemple, de conseiller pédagogique dans nos réseaux. Vous voyez? Mais il n'y a rien d'automatique, en fait. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Oui, donc je me permets de reprendre la parole. Oui, je Euh, vous en prie. si on est plutôt en fin de contrat, parce que je risque je risque de ne pas pouvoir avoir, j'ai encore un an, de ne pas avoir mon détachement à nouveau. Donc, c'est un problème. Bon, enfin, vous connaissez le Oui, 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 système, oui, les oui. détachements, des choses comme ça. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de s'inscrire en M2 ou en DU et payer soi-même la formation, ou la MLF va mettre des conditions de non-acceptation par rapport à ça? Ça, c'est aussi une très bonne question. Et vous avez quand des nouvelles de votre détachement? Ah, Vous ne savez pas j'ai eu un encore? détachement. Si, j'ai eu un détachement d'un an au lieu de 3 ans. Donc, D'accord, voilà. je comprends. Enfin, Alors, après, on verra si on fait un truc exceptionnel l'année prochaine ou pas, parce D'accord, que d'accord. le Provisa est parti dans ce sens-là. Bon, l'objectif, c'est pas que je raconte ma vie ce soir, mais Non, 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 je vous vous en voyez prie. ce Bah, que je c'est veux dire. normal de passer C'est, par des situations voilà. particulières, hein. C'est l'enjeu aussi Et de ce temps du d'échange. coup, exactement. Et bon, moi, il me reste enfin, au mieux un an, enfin, j'espère plus, hein. Mais dans ce cas-là, est-ce que j'ai quand même possibilité de participer à ces formations ou pas? Oui, vous avez la possibilité de prendre en charge financièrement complètement votre formation. Si vous faites acte de candidature, toutefois, il faut quand même la validation du chef d'établissement. Vous voyez? En cas, mais ce n'est pas discriminant pour l'acte de candidature, vous voyez? Très bien, très bien. OK. OK. Voilà. Mais Merci. c'est une situation qui est compliquée, oui. Oui, Oui. très bien. Parce que je suis formateur actuellement ici. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Oui, donc Merci. ça vous intéresse de valider les compétences que vous mettez déjà en œuvre, en fait, c'est ça? Exactement. Exactement. D'accord, d'accord. Alors, il y a une question en ligne de Nabila qui nous demande si le Master 2 est un équivalent au CAFIPEMF. Non, pas vraiment. Le CAFIPEMF n'est pas un diplôme universitaire. Le Master 2 est un diplôme universitaire. Et le Master 2 vous donne des compétences de formateur. C'est l'objectif de ce diplôme-là. Le CAFIPEMF est plutôt une petite certification professionnelle qui vous est donnée
Et si vous passez le CAFIPEMF en France, votre circonscription vous demandera peut-être d'assurer des heures de formation, etc. Alors que c'est pas automatique avec le master, qui est un diplôme universitaire et qui n'a rien à voir avec l'institution. Voilà. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que quand vous êtes en poste à l'étranger, vous ne pouvez pas passer de CAFIPEMF. Et c'est aussi pour ça que nous vous présentons là des formations diplômantes qui sont très précieuses pour le développement professionnel, parce qu'à date, le CAFIPEMF prévoit des formations en présence et gérées par la DSDEN. Il y a une candidature qui est faite avec un entretien, suite à un entretien avec un IEN. Donc, tout ça est très spécifique aux académies, c'est vraiment géré au niveau académique. Et c'est pour ça que les diplômes que l'UPEC nous permet de proposer à nos personnels, nous donnent la possibilité de vous former à la formation de formateurs en dépit d'une absence de certification. Oui. Et on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux, quoi. Hein. La formation au CAFIPEMF, je ne connais pas son volume horaire, mais elle fait Ah pas non, c'est 200 très heures. peu. Ah non, ça n'a rien à Voilà. voir. On est Non, vraiment non. sur une acquisition de compétences plus solide et plus universitaire. Oui, mais Euh, inversement, la certification alimente un vivier de conseillers pédagogiques en académie qui est géré par l'IEN. Donc tout ça est très français, j'ai envie de dire. Donc pour ce qui concerne la formation à l'étranger, ce sont les diplômes comme ceux de l'UPEC qui permettent d'avancer dans ce domaine. Alors, il y a une question de Madame Lasserre. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre ou à vous, Véronique. Si je finance moi-même cette formation, demeure-t-il un avantage pour moi de passer par la MLF? Vous avez voilà, le processus dans lequel on vous accompagne. Vous avez aussi le fait que la formation se fait en lien direct avec votre chef d'établissement. Donc, c'est vrai que la posture n'est pas tout à fait la même, hein. Là, les formations diplômantes sont aussi un outil de pilotage à disposition des chefs d'établissement pour consolider et développer certaines compétences de leurs ressources vives. Voyez? Donc, si vous avez un projet de formation de ce type qui est très personnel et que vous souhaitez porter de façon, encore une fois, personnelle et non inscrite, si vous voulez, dans l'établissement, vous pouvez candidater de votre côté. Mais encore une fois, la démarche et le projet ne sont pas les mêmes. Parce que ce projet-là se monte avec votre chef d'établissement et avec l'accompagnement de la mission laïque quand vous passez par la sélection par la MLF. Voilà, bah écoutez, je vous propose d'arrêter là. Je vous renouvelle ma disponibilité pour répondre à toutes les questions complémentaires qui vous viendraient après cette visioconférence. Et puis, je remercie Caroline pour cette présentation. Et également Jérôme Train, ingénieur pédagogique à la Mission laïque française, voilà, pour son soutien. Et je vous Merci souhaite à à vous. tous une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. C'est selon. Au revoir.